Bonjour Francis Afergan. Bonjour. Juste une question. Est-ce que le carnaval est un support de résistance, en Martinique notamment? Bien, c'est une très très vieille question, très ancienne, parce que il faut remonter à l'origine du carnaval. D'abord. Donc si tu permets, toute petite généalogie rapide. Le carnaval aujourd'hui, il se perd dans la nuit de l'origine, de son origine. On ne sait pas du tout d'où il vient exactement. Il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup. Grands spécialistes, en particulier un espagnol, Caro Baroja, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et on ne sait pas. Alors, les hypothèses celles qui tiennent le plus la route, ce sont des spécialistes, aussi bien en histoire qu'en anthropologie, qui nous disent que, de toutes les façons, la racine du carnaval remonte sans doute à la Rome antique, avant qu'elle devienne chrétienne. Voilà. Ça, là-dessus, les gens sont à peu près d'accord, hein, tous les chercheurs. Bref, l'origine serait païenne. Elle est païenne. On pense au Saturnales. On dit que sans doute les Saturnales, pour ces grandes fêtes romaines, là, où il se passait des tas de choses extrêmement intéressantes, que je vais juste développer pour commencer à répondre à ta question. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, au Saturnales, que tu retrouves dans les grands carnavals espagnols et sud-américains, et que tu retrouves dans le carnaval antillais, guadeloupéen et martiniquais, que tu retrouves depuis les débuts, et surtout, quand moi je suis arrivé à la Martinique, en 1972, ça avait encore, je dirais, une allure, comment dire, de permissivité et d'une tentative de violer les interdits. Voilà. Il y a déjà un élément de réponse à ta question. Pendant les Saturnales, on ne le sait pas assez, romaines, il y avait une coutume très intéressante. Tu sais que Rome avait énormément d'esclaves. Bon. Et que dans le défilé, qu'on appelle donc chez nous à la Martinique le vidé, dans le défilé étaient mêlés des bourgeois romains et leurs esclaves. Mêlés ensemble et défilés. Déguisés la plupart du temps. Déguisés. Déguisés en quoi? Les esclaves étaient déguisés en maîtres et les maîtres en esclaves. Il y avait une inversion déjà des rôles sociaux qui durait plusieurs jours, parce que les Saturnales, ça pouvait durer longtemps. Longtemps, plusieurs jours en tout cas. Bon. Donc cette inversion des rôles, cette inversion de l'ordre, on le retrouve déjà depuis très longtemps. Là-bas, dans cette Rome païenne, qui ensuite a dû se diffuser à travers tout l'univers, pour devenir ensuite le carnaval espagnol, et puis le carnaval sud-américain, et en Colombie par exemple, au Brésil évidemment, bon, et puis à la Martinique. Quand je suis arrivé à la Martinique en 72 et que j'ai commencé à travailler sur des tas de points culturels qui m'intéressaient beaucoup, il y avait le carnaval évidemment incontournable. Et dès le mois de février-mars 72, quand je suis allé, je m'y suis rendu, et je suis resté plusieurs jours et plusieurs nuits à pas dormir, et à danser, et à faire la fête, et à boire, et à manger des œufs durs, et à me trimballer chez les voisins, et comme on le faisait. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cette inversion des rôles, cette inversion des statuts, cette inversion des fonctions, était un point commun avec toute l'histoire du carnaval depuis les origines. Il y avait dans le vidé, il y avait évidemment tout le monde était déguisé, les hommes en femmes, les femmes en hommes. Bon, première inversion. Deuxième inversion, esclave en maître, maître en esclave. Noir en blanc, blanc en noir. Et ainsi de suite. Et ainsi, ça donnait l'impression d'une forme de résistance à l'oppression. Comme on disait dans le jargon de 1972, à l'oppression coloniale. Peut-être que maintenant, c'est une expression qui passerait moins. Je ne sais pas. Donc il y avait pour répondre à ta question précisément, il y avait au début, quand je suis arrivé, que j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est vrai, une impression que dans le défilé, il y avait de la parodie
de l'auto-parodie, de la parodie à propos des autres et à propos de soi, qu'il y avait des sarcasmes, souvent violents, qu'il y avait de la violence verbale et parfois même de la violence physique. Physique, oui, de la vraie. Dont on donnait des coups. J'ai vu des gens se frapper, hein. Soit avec des petites baguettes, soit avec la main. Petite baguette parce que ça reprend évidemment, ça reprend la métaphore de la violence des maîtres contre les esclaves, et ainsi de suite. Jusqu'à, ça pouvait aller jusqu'à des formes de violence physique exercées sur des femmes. Par exemple, dès 72, 73, 74, il y a eu des viols. Pendant le carnaval, la nuit, surtout la nuit où on ne peut pas voir bien, surtout que les gens sont masqués, et on profite du masque pour bien sûr régler des comptes. On a un compte à régler depuis très longtemps avec un tel ou une telle, hein, celle qui m'a mis un boc ou celle qui m'a méprisé, etc. Il faut que je me venge. On attend la nuit du carnaval, on est masqué, hein, et on la frappe ou on la viole. Bien. Je me souviens très bien. On attrapait de temps à autre les violeurs, de temps à autre on ne les attrapait pas. La police était parfois extrêmement précieuse dans l'ordre social, dans le maintien de l'ordre social, et parfois pas. Et puis, ainsi de suite, jusque dans les années 75, 76. Et ça a commencé à changer à la fin des années 70, si mes souvenirs sont bons, où véritablement, là, il y a une collusion entre l'ordre municipal et l'ordre préfectoral, l'ordre de l'État. On parle de Fort-de-France. Oui. Où ils se sont ensemble mis d'accord pour dire les débordements, ça suffit. Il y a trop de violence. Il y a trop de violence, il y a trop de laisser-aller dans la parole. Et comme il y a beaucoup de touristes qui arrivent en février, touristes qui viennent du Canada, des États-Unis, de France, etc., on ne peut pas laisser dans les rues de cette ville un laisser-aller tel, avec de la saleté, avec des gens habillés n'importe comment, avec de la violence verbale et parfois physique, même sans se dissimuler, des insultes proférées à l'encontre du préfet, à l'encontre tantôt du préfet, tantôt de la municipalité, ça dépendait. Bon. Des insultes proférées à l'encontre du maître, et ainsi de suite, du voisin, du noir vis-à-vis du blanc, et ainsi de suite. Et c'est plus possible. Alors, on a commencé à voir un premier mouvement d'institutionnalisation du carnaval. Donc, dorénavant, petit à petit, c'est mis en ordre un carnaval, je ne dis pas nouveau, pas radicalement nouveau, parce qu'il y avait déjà des éléments, comment dire, avant-coureurs dans l'ancien, dans ce carnaval échevelé. Mais on a commencé à voir, maintenant pour l'organisation des chars, il va falloir faire comme ça 1 an à l'avance, s'inscrire, construire, montrer aux autorités qu'est-ce qu'on compte faire, les costumes, et ainsi de suite. Le parcours, très important, avec qui on est, quel type de musique, quel type de chansons on va chanter, parce qu'il y avait des chansons extrêmement grossières, vulgaires, avec des gros mots en créole, évidemment en créole. Bon. Donc petit à petit, on s'est vu, je ne peux pas te dire l'année exacte, hein, mais il y a un basculement dans les années 70 où on a commencé à voir, comment dire, on peut dire, un carnaval ordonné, bien ordonné, et relativement sécurisé. Voilà. À partir de ce moment-là, alors j'y suis retourné après, 80, 90, c'était encore pire. Alors tu avais le défilé, le vidé, et puis il y avait des gens, des spectateurs sur des estrades, à gauche ou à droite, tout dépend de la place qu'il y avait, qui avaient réservé leur place à l'avance, qui avaient payé, etc. Et on regardait un spectacle. Et ce spectacle, il devait être absolument, alors je ne sais pas aujourd'hui comment c'est, parce que ça fait un bout de temps que je ne suis pas retourné voir ça, et ce spectacle devait être un spectacle licite, moral, ne dépassant pas les limites de la décence. Voilà. Pour qui ? Pour les spectateurs qui étaient là, c'est-à-dire pour des touristes. Pas que des touristes, enfin, il y avait quand même beaucoup de touristes. Bon, maintenant, cette année, il paraît qu'il n'y a pas de touristes du tout, ça c'est à cause du Covid. Du coup, ça a basculé, et pour répondre précisément à ta question, est-ce que le carnaval peut contribuer à lutter contre l'oppression, c'est ça ? C'était quoi ta Non, la question ? résistance, À mon avis, aujourd'hui, c'est plus une résistance du tout.
C'est une résistance qui est devenue tellement spectaculaire et tellement liée à un commerce qui rapporte gros, quand il peut se faire. Je répète, cette année, je pense que ça va être plutôt raté à cause de l'absence de touristes. Mais c'est ce que j'ai appris là il n'y a pas longtemps. Mais en gros, le carnaval rapporte beaucoup. Donc c'est devenu une affaire commerciale, c'est devenu une affaire industrielle. D'une année à une autre, les couturiers et les couturières mettent une année pour faire une robe. Donc on pense à un carnaval d'une année à une autre. Et tout l'aspect violent, faisant éclater les limites de la décence à travers le personnage de Vaval, à travers les diablesses, le mercredi, le 4e jour. Car il ne faut pas oublier que le 4e jour, quand même, le mercredi des Cendres, c'est une exception à la Martinique. Hein. Bon. Ce caractère-là, qui dépasse d'une certaine manière l'entendement, c'est un phénomène qui a tendance à disparaître. Et c'était cela, la capacité que les organisateurs, avant, avaient tendance à entreprendre pour précisément montrer que vous voyez, il y a une résistance. Mais qu'est-ce que c'est une résistance de 4 jours en une année ? Quand bien même ce serait une résistance, qu'est-ce que c'est qu'une résistance de 4 jours ? C'est un symbole, c'est tout, c'est un symbole. Rien de plus. Les autres jours, on ne résiste pas. Si on se réfère au mouvement qu'il y a eu par rapport au statut des Boulonnais, Oui. à une forme de résistance par rapport à l'interdit, lorsque les gens vont quand même faire des vidées, même s'ils sont une centaine ou même 800 une fois, pour être en contradiction avec la décision préfectorale, est-ce que c'est aussi une résistance ? Déboulonner des statuts ? Non. Tout ce lien qu'il y a entre cette vague qu'il y a eu et qui continue un peu. Je sais pas, parce que tu sais, déboulonner les statuts, on l'a fait ici aussi. Hein. On l'a fait en France. On l'a fait à Paris, on l'a fait même dans certaines grandes villes de province, quand on tombait sur une statue qui représentait, entre guillemets, ce que certains ont appelé un oppresseur. Ou un vendeur d'esclaves. Voilà. Bon. Mais il y a quand même une violence qui s'est signifiée à Martinique, quand même, à ce niveau-là. Oui, mais est-ce que... Schulcher, deux fois... Oui. Est-ce que décapiter Joséphine... Est-ce que décapiter une statue, c'est une forme de violence ? C'est une forme de violence extrêmement symbolique, c'est-à-dire qui n'a pas de prise directe sur le réel. La preuve. Qu'est-ce qu'il en reste de cela ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Il en reste quoi ? Bon, la statue est décapitée, bon, très bien. Et alors ? Le cours de l'histoire ne change pas. Le cours de l'histoire ne change pas. Et je crois que les Martiniquais, ils sont en majorité, à mon avis, hein, ils sont de plus en plus assimilés à la culture française, européenne. De plus en plus. Et ils voient ça, ces phénomènes-là qu'il y a eu, soit comme un mouvement folklorique, parce qu'il y a eu du folklore ici aussi, on a décapité 2-3, ou on a peint, on a recouvert des statues en rouge ou en vert. Ou Colbert, par exemple. Oui. Soit une provocation, et c'est une provocation classique chez les jeunes, étudiants, chômeurs, qui se disent, on a trouvé un bon ennemi. Le bon ennemi, c'est Colbert ou c'est Schulcher. Très bien. On a trouvé un bon ennemi, on lui tombe dessus, on liquide la statue, et puis alors, et les choses, elles continuent ensuite. Après, comme avant. Autant de chômeurs, il y a autant de jeunes désespérés, qui beaucoup essayent de partir pour aller travailler ailleurs, et qu'il y a autant de ruptures dans la société, de ruptures sociales et de ruptures culturelles. Bon, ça ne change rien. Donc, je ne crois pas qu'on puisse appeler ça, parce que c'est trop parcellisé, je ne crois pas qu'on puisse appeler ça une forme de résistance. Je ne pense pas. Pour qu'il y ait une résistance, il faut que ce soit quand même organisé, et bien organisé. Et pas organisé comme ça, de manière anarchique. Parce que ça tu as vu comment les choses elles n'étaient pas organisées. Bon, les uns s'attaquaient à la statue de Schulcher, à Schulcher même, au bourg ou en ville. Les autres, ils s'attaquaient à Colbert, s'il y avait une statue de Colbert. D'autres, et ainsi de suite. C'est pas ça, à mon avis, une forme de résistance. Pour qu'il y ait une résistance, il faut qu'il y ait une possibilité non seulement de lutter contre, mais de faire une proposition cohérente de substitution à l'ordre actuel.
Moi, en ce qui concerne une proposition de substitution à l'ordre actuel, je ne l'ai pas vue. Il y a 2 ans, Ouais. tu as déclaré que Martinique était un raté. J'ai rajouté quelque chose. Il faut pas rapporter les choses comme ça. C'est un raté au sens où il a raté des marches. C'est ça que j'ai voulu dire. Non, mais c'est quoi rater des marches pour toi? Rater des marches, ça veut dire qu'il y a eu des occasions. Depuis, grosso modo, l'abolition de l'esclavage. La deuxième abolition. Hein, bon. Jusqu'à aujourd'hui. En passant par toutes les occasions de changer le statut. En passant par 1946, donc en commençant par l'abolition elle-même, et puis 1946, et je passe des dates, et pour arriver jusqu'à aujourd'hui, ou la prise de pouvoir par Mitterrand en 81, lorsque l'occasion a été donnée à Césaire de choisir un nouveau destin pour la Martinique, et qu'il n'a pas fait. Bien, voilà ce que j'appelle des marches ratées. Ce sont des marches historiques que l'on rate. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de le faire, et vous ne le faites pas. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce qui empêche les Martiniquais de réaliser un destin historique? Voilà. C'est ça la question de fond. Elle n'est pas ailleurs. À mon avis, elle est là. Qu'est-ce qui empêche les Martiniquais? Petit peuple. Là-bas, en tout cas. 300 ou 400 000 habitants, plus les Martiniquais qu'il y a ici. C'est vrai. Enfin, tout ça, ça fait une petite île de 1000 km². Qu'est-ce qui empêche ce petit peuple, qui s'est révolté plusieurs fois dans l'histoire? C'est vrai. Qu'est-ce qui l'empêche de réaliser un destin historique? Ah, voilà la question de fond. Alors, à cette question, il y a beaucoup de réponses possibles. Il y a justement l'exiguïté de l'île. Il y a le fait que nous avons affaire à un peuple métissé, fortement métissé. Que ce métissage est non seulement biologique, mais qu'il est, à la différence de la Guadeloupe, par exemple, mais que ce métissage est fortement culturel. Bon. Et que maintenant que les Martiniquais ont atteint un certain niveau, non seulement niveau de vie, économique, bien entendu, monsieur on le connaît, mais un certain niveau intellectuel, un certain niveau de prise de conscience de ce qu'ils sont dans le monde, surtout avec la mondialisation, et surtout avec la mondialisation accélérée, surtout avec le rapport à l'Europe. La Martinique est rentrée, puisqu'elle touche des subsides de l'Europe. Bien. Aujourd'hui, on peut dire que l'écrasante majorité des Martiniquais sont assimilés, à tous les sens du terme, et que ce n'est pas du tout péjoratif, n'est-ce pas, de dire ça. Beaucoup le reconnaissent. Ils se sentent profondément français, et à tous les sens du terme, surtout depuis que petit à petit, les lois, ce qui n'était pas le cas au début, que les mêmes lois se sont appliquées, les mêmes droits se sont appliqués à la France, dans la France de la métropole. Et là-bas, maintenant, il est très difficile à des Martiniquais de revenir en arrière en disant nous allons nous révolter. Pour se révolter, il faut un programme. Où est le programme? Quel programme? On ne le voit pas, le programme de l'indépendance. Ça n'a pas réussi, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris parce que je crois que les Martiniquais sont devenus beaucoup plus sages en disant on va pas pourquoi on changerait notre statut actuel contre quelque chose qui sera de l'ordre de l'aventure pure. Ou alors on se met dans les bras de quelqu'un d'autre. Il y a quand même Alfred Marie-Jeanne qui est indépendantiste et qui est actuellement au pouvoir. Oui, je sais, oui, mais c'est un pouvoir qui est local. Bien sûr, c'est-à-dire il est local, ce pouvoir. Il a le pouvoir local seulement. Président du conseil régional. D'accord. Il ne prend pas des décisions fondamentales. Il prend des décisions locales pour la Martinique. Mais la France est ravie de cela. Elle est ravie de pouvoir donner des hochets locaux à des petits pouvoirs locaux, à des petits potentats locaux. Qu'est-ce que c'est Alfred Marie-Jeanne? C'est un potentat local. Est-ce qu'on peut parler de François Non pour Noir? Alors, c'est-à-dire, tu veux dire quoi? Au niveau analytique. Au niveau analytique, c'est une des... Peau noire et masque blanc. Je ne parle pas des damnés de la Terre. Peau noire et masque blanc, c'est non seulement un grand livre, qui n'a pas été dépassé, à mon avis, depuis, et que l'analyse est d'une rigueur et surtout d'une lucidité absolument implacable. Relisez des passages, on relise tous des passages que j'ai pas ici, mais que je pourrais très bien retrouver, où il dit très bien, mais nous n'avons, le blanc n'a pas à être blanc. En gros, c'est de tête, je ne connais pas par cœur. C'est absurde de dire qu'un noir n'est qu'un noir. C'est ordinaire. Qu'un blanc n'est qu'un blanc. Tout ça est à dépasser. Bien sûr qu'on part de quelque part, qui est bien une couleur, mais si on ne dépasse pas ces couleurs. Et pourquoi il dit ça? Et parce que
la couleur blanche, de même que la couleur noire, ce n'est qu'une superficie. C'est une surface. C'est une surface. Et c'est une surface, c'est comme un masque. Et tu l'enlèves et en dessous, tu as autre chose. Et ainsi de suite. Et c'est pourquoi ils disent, c'est pas la peine de tenter de chercher une identité qui soit stable, définitivement stable. Il dit très bien, un nègre n'est pas un nègre. Un blanc n'est pas un blanc. Donc c'est ça la subtilité dialectique. Et à mon avis, hein, il va beaucoup plus loin que ce que Césaire disait sur ce même problème. Césaire, chez lui, c'était plutôt le négrisme et la lutte contre le colonialisme. Quand il va beaucoup plus loin que Césaire. Quand par exemple, Fanon dit ne nous trompons pas d'ennemis. Bien sûr que le colonialisme est un ennemi, mais c'est un ennemi totalement superflu. Le vrai ennemi, il est en nous. Le vrai ennemi est en nous. Le nègre porte en lui son propre ennemi et le blanc porte en lui son propre ennemi. Et voilà ce qui fait la difficulté de se libérer. Parce que quand tu dis, pourquoi il ne se libère pas plus? Pourquoi il ne se libère pas? Pourquoi à chaque fois qu'il tente une chose, comme en 2009, en Guadeloupe, bon, avec le mouvement Domota, etc., pourquoi ça ne va pas au-delà? Pourquoi à chaque fois c'est enrayé? Pourquoi le moteur, il s'emballe à toute allure au début et puis après, hop, il s'arrête, il s'emballe. Mais c'est parce qu'il faudrait lutter contre eux. Les Martiniquais devraient lutter contre eux-mêmes. Et que les Guadeloupéens devraient lutter contre eux-mêmes. C'est contre eux-mêmes. C'est ça le véritable ennemi. Puisqu'ils sont assimilés et qu'il faut se débarrasser de la France, disent-ils dans leur vocabulaire, il faut donc se débarrasser de l'assimilation. Mais comme ils sont déjà assimilés, il faut donc qu'ils se libèrent de cette part d'assimilation qu'ils ont en eux. Et ça, c'est un chemin qui est absolument impraticable. C'est pas possible de faire ça. Il faudrait une psychanalyse collective, et ça n'existe pas, comme tu le sais, il n'y a de psychanalyse qu'individuelle. Voilà, donc, à mon avis, hein, il faut éviter d'être malheureux et de se bercer d'illusions, et de croire qu'à chaque fois, ah, ça y est, le grand soir est arrivé, on va se... Non. Et c'est pas le carnaval qui va libérer qui que ce soit. Le carnaval, c'est la reproduction inlassable d'un même ordre social et culturel qui se reproduit à l'infini, que tu vas retrouver exactement le même pour l'an prochain, enfin avec des touristes en plus, et puis ainsi de suite. Et ce n'est qu'une manière de s'intégrer encore plus dans un ordre social nouveau. Rien de plus. Carnaval, c'est ça. Alors, bon, le déboulonnage d'un certain nombre de statues, le fait de les peinturlurer, bon, enfin, je vais te dire entre nous, c'est du folklore, ça. C'est du folklore. On a vu la même chose ici. Ça s'est terminé en eau de boudin, comme souvent, les étudiants, ils ont besoin d'une soupape de sécurité et de sûreté, ils ont besoin d'une soupape, de temps à autre, pour les faire respirer, pour qu'ils croient avoir le pouvoir. Eh bien, très bien, on leur a laissé... La police et la justice ont été assez subtils, hein. Ils ont laissé au début faire. Je sais pas si tu as remarqué. Complètement. Ils ont laissé faire. On venait leur dire. Et vous savez qu'il y a une statue là, Montaigne a été devant la Sorbonne, peinturlurée, tout ça. Oui, tu dis, ouais, très bien, qu'ils le fassent. Ça a duré 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après, ils ont dit, bon, maintenant c'est fini. Vous avez assez joué. Comment vois-tu l'avenir de ces deux territoires? La Guadeloupe, je connais moins. L'avenir de la Martinique, à mon avis, hein, je peux me tromper évidemment, hein, parce que quand même, je n'y vis plus. J'y vais très souvent, mais je n'y vis plus. Il y aura des bouffées de chaleur. Ça c'est certain, des bouffées encore. Des petites révoltes, avec du sang, sans doute, peut-être. Des morts, ouais, chez les jeunes surtout, hein, chez les jeunes. Peut-être les ouvriers agricoles, encore qu'ils aient beaucoup à perdre. Hein. Enfin, bon. Il y aura des bouffées de chaleur, oui, comme chez les femmes ménopausées. Mais de là à organiser des formes de résistance, à proprement parler avec un programme, pour résister, il faut avoir... Et surtout une grande organisation, je ne vois pas la chose venir. Alors, quel avenir? Je ne peux pas dire lointain, je ne peux pas dire sur 100 ans ou 80 ans, mais ce que j'aperçois, je subodore, c'est une île, je parle surtout de la Martinique, hein, qui va se
de plus en plus être intégrée au droit français. Quant à l'assimilation, elle va être de plus en plus forte du point de vue économique, surtout avec l'Europe, sans doute du point de vue social, mais beaucoup moins du point de vue culturel. La France a compris, quel que soit le gouvernement français, gauche, droite, peu importe, ça n'a plus aucune importance. La France a compris, les ministères successifs ont compris qu'il faut laisser une soupape de sécurité pour laisser échapper de temps à autre un peu de liberté. Et ça, c'est laisser la culture aux locaux. Quoi la culture? C'est la langue, créole. Le nombre de radios où on parle créole, la Martinique, hein, la musique, les fêtes, le carnaval, la gastronomie, la manière de s'habiller, les mœurs, les coutumes, etc. Ça c'est propre à la Martinique. Ça fait partie d'une société. Certains même iraient jusqu'à dire que ça fait partie d'une civilisation antillaise. Ça, la France, même si elle le voulait, elle ne pourrait pas y toucher à ça. Ça, c'est de l'ordre du secret et c'est de l'ordre du sacré. Bien. En revanche, là où elle peut intervenir, économique, militaire, géopolitique, sociale, la Martinique, elle est intégrée à la France. Francis Fergan, on se revoit dans 2 ans. D'accord. Très bien. Merci.